sujet de cette table ronde est assez ambitieux, mais il peut se résumer finalement en un mot, c'est comment les fluctuations du prix de l'énergie, on a tous en mémoire l'envolée des prix avec bon, il y a eu le Covid et puis il y a eu le conflit ukraino-russe qui dure, hélas. Les prix, je crois, sont revenus à l'étiage antérieur. Il y a la perspective qui ne simplifie rien, mais de la fin de l'ARENH, hein, pour donc l'accord pour l'accès à l'électricité historique, hein, et donc tout ça, la question, c'est comment tous ces phénomènes, toutes ces évolutions, toutes ces tendances permettent ou pas de financer le renouvelable, hein, puisque l'enjeu, on va l'évoquer tout au long de la matinée, c'est de sortir des énergies fossiles et donc de financer le plan nucléaire français et de financer les renouvelables. Nicolas Goldberg, pouvez-vous nous décrire un peu la big picture de ces évolutions récentes? Merci Jacques pour cette introduction et puis pour tout ce que vous faites pour l'Île-de-France de manière générale. Si on veut essayer de résumer cette réforme des marchés, en fait, on a deux choses. On a la réforme du marché européen et on a la fin de l'ARENH de l'autre côté, qui était de toute façon... C'était prévu que l'ARENH s'arrête de toute façon, le nucléaire régulé, fin 2025. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il y aura pour 2026. Donc ça, c'est si on parle de l'électricité. Pour le gaz, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui change, si ce n'est que on sera invité à faire des contrats un petit peu plus long terme pour éviter les fluctuations du marché. Ensuite, ça dépend sur quoi on l'indexe. On va avoir aussi un essor du biométhane. Aujourd'hui, il y a une dizaine de térawattheures de biométhane qui sont produits en France. On vise 50 térawattheures à 2030. Et donc ça va créer des opportunités justement pour des contrats long terme. Si on revient à l'électricité, ce qui se passe côté européen, si on résume, l'idée c'est d'accepter des contrats plus longs. Avant, la philosophie, c'était de dire on laisse faire le marché de l'équilibrage. Vous faites des contrats à 2 ans, 3 ans, pas plus. Parce qu'on veut que ce marché fonctionne, et donc vous avez un prix qui dépend surtout des fluctuations du marché. Là, la philosophie a changé, et en fait, cette réforme de marché fait qu'on inclut des dispositifs qui étaient considérés comme hors marché dans le marché. Donc des contrats à 5 ans, alors qu'avant, contrat à 5 ans amenait une enquête pour voir si ce n'était pas une entrave au bon fonctionnement du marché. Et donc vous avez la possibilité de signer des contrats à 5 ans. Et les fameux PPA, les contrats long terme, qui sont adossés en général à des parcs renouvelables, pour avoir une visibilité sur son prix à 10, 20, 30 ans. Alors peut-être pas sur la totalité de son approvisionnement, mais au moins sur une partie, pour avoir un prix qui est proche des coûts. Les PPA, ce n'est que pour les gros acteurs, non? C'est à partir de quelle quantité alors, est-ce que c'est que pour les gros acteurs? Tout dépend de ce qu'on appelle un gros acteur. En fait, quand vous faites un contrat long terme, il y a quand même un paiement en tête, donc il faut avoir une trésorerie. Puis en fait, si vous voulez une visibilité sur 10, 20, 30 ans, il faut quand même avoir l'assise pour dire voilà, je serai là dans 10, 20, 30 ans. Faut être un petit peu plus qu'un bureau. Voilà. Par contre, vous pouvez, si vous êtes un petit acteur, si vous êtes un petit acteur tertiaire, vous avez la possibilité de signer des contrats à 5 ans et donc d'avoir une visibilité sur votre prix à 5 ans. Et s'il se passe quelque chose au milieu de ces 5 ans, en fait, votre contrat il est fixe. Il y a aussi la fin de l'ARENH, donc le nucléaire régulé à 42 €. En fait, ce dispositif, il est à bout de souffle depuis 2019, selon moi. Parce qu'en fait, le nucléaire régulé, donc vendu par EDF à tout le monde, il avait un plafond. Et quand on avait atteint ce plafond, on disait, s'il n'y en a pas pour tout le monde, on diminue la quantité de nucléaire régulé pour tout le monde, et on vous expose un petit peu plus au marché court terme. Et c'est ce qui fait que quand vous étiez une entreprise, en octobre d'une année, vous n'avez pas votre visibilité sur le prix de l'année d'après, parce que ça dépendait des enchères sur l'ARENH du mois d'après. Donc ça, c'est terminé. Très honnêtement, depuis qu'on a tapé le plafond, en fait, le dispositif n'était plus très protecteur et n'offrait plus toute la visibilité qu'il avait promis, justement à cause de ce phénomène qu'on appelle l'écrêtement. Donc ça, à partir de 2026, c'est fini. Et donc ça laisse place à les contrats 5 ans.
C'est-à-dire que EDF vend sur une plateforme, tout le monde peut y avoir accès ici, des produits, de l'électricité pour 2028-2029. Et donc, ça permet aux fournisseurs alternatifs de dire, voilà, j'achète sur cette plateforme-là pour pouvoir me couvrir et proposer des contrats à mes clients. Et EDF commercialise, il me semble, depuis septembre, des contrats à 5 ans avec un prix fixe sur 5 ans. Voilà où on en est. Comment ça va jouer sur les renouvelables? En fait, du fait qu'il n'y ait plus de nucléaire régulé, du fait qu'on soit maintenant en offre de marché, et même sur ces contrats 5 ans, ce sont des offres de marché, ça invite tout le monde à gérer son risque. C'est-à-dire que soit vous pouvez choisir, vous dites non mais moi j'ai suffisamment avec un contrat 5 ans, peut-être que je renégocie la 5e année tous les ans pour être sûr que j'ai toujours cette visibilité sur 5 ans. Mais vous pouvez aussi décider de faire des PPA ou d'aller voir des acteurs, des agrégateurs qui ont titrisé des PPA si vous êtes un acteur plus petit pour dire moi j'ai besoin de visibilité sur plus longtemps, j'ai besoin d'avoir un prix qui est adossé à un coût plutôt que des variations du marché. Voilà. Et donc ça, l'idée, c'est de dire, au-delà du marché de l'équilibrage qu'on avait jusqu'ici, et maintenant, on a des fournitures qui peuvent plus se rapprocher des coûts et financer des moyens de production. En Île-de-France ou ailleurs, on voit que l'énergie qui progresse partout en France et surtout le solaire. On a déployé 3 gigawatts de solaire l'an dernier et ça va continuer. Nos voisins déploient beaucoup plus. L'Espagne fait 8 gigawatts, les Pays-Bas, la Pologne 5, sans parler de l'Allemagne qui a fait 14 l'an dernier. En Île-de-France, il y a de la toiture. Donc il y a de quoi faire de l'autoconsommation. Et puis si vous avez plus de toiture et donc un potentiel de panneaux solaires supérieur à ce que vous consommez, vous pouvez faire un PPA avec un fournisseur en disant voilà, moi j'ai plus que la cloche, je peux pas juste faire de l'autoconsommation, je dois un PPA pour transformer cette grande cloche en bandeau sur plusieurs années. Voilà, c'est ça la philosophie. On parlera des toitures. Juste un mot, parce que vous êtes un expert sur les variations du prix. Là c'est fini, donc les prix sont revenus à l'étage antérieur. Comment vous analysez ça? Est-ce que c'est durable ou Ce sera jamais fini. Ce sera jamais fini. Les prix de marché, c'est un prix d'équilibrage. Donc ça dépend des conditions à l'instant T. Et même, donc ça c'est pour les prix court terme, mais même sur les prix 2 ans, 3 ans, on voit qu'ils suivent la tendance des prix court terme. Donc en réalité, ce sera jamais fini. Au moment où l'Iran commence à tirer quelques roquettes sur Israël, les prix font un bond, alors que ça n'a aucun impact immédiat sur l'approvisionnement, mais une anticipation possible fait que. Donc ce sera jamais terminé. Et en fait, les prix ne sont pas revenus au niveau où ils étaient en 2019, pour plusieurs raisons. Parce qu'on s'approvisionne en GNL, parce que chat échaudé craint l'eau froide. Donc ce sera jamais terminé. Aujourd'hui, même si on regarde les prix 2028-2029, ils sont autour de 65 €. Le prix de l'année prochaine, il est autour de 80. Moi, je me souviens qu'en avril 2021, quand les prix sont montés autour de 55, je disais attention, les marchés sont en train de s'envoler. Bon, j'étais très loin de la réalité par rapport à où c'est monté après, mais on voit qu'en fait, il n'y a pas une normale de prix sur ce marché. Ce marché, c'est un marché d'équilibrage, donc il reflète à tout moment l'état du système électrique et ce qu'anticipent les acteurs qui prennent des positions. Donc il suffit que vous ayez un incident dans un terminal de GNL, un conflit géopolitique, une hausse ou une baisse brutale de consommation, et ce prix variera. D'où l'idée de dire, signez plus des contrats long terme si vous voulez de la visibilité. Puis après, si vous êtes un gros acteur, prenez vos swaps. Et surtout, regardez quel est le bon prix pour vous, parce que le bon prix absolu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En 2016, le bon prix, c'était 27 € du mégawattheure, parce que les marchés s'étaient effondrés. Je pense qu'en 2022, si vous avez signé un contrat à 90 € du mégawattheure, c'était un bon prix. Ensuite, il faut regarder ça en fonction de l'équilibre de votre activité et surtout ce que représentent les achats d'énergie dans votre valeur ajoutée. Et tous ces phénomènes et la fin de l'arène accroît la volatilité du prix de l'énergie? En fait, la variabilité sur les produits court terme, vous l'avez toujours eu et vous l'aurez toujours.
Après, en fait, le fait d'avoir des marchés long terme, normalement, ils sont censés être moins volatiles. Donc, en réalité, plus vous allez chercher du long terme, moins vous avez de volatilité. Encore faut-il pouvoir le faire dans des conditions économiques acceptables pour tous, hein, parce que ce qui est reproché actuellement à cette réforme des marchés, c'est que faire un contrat 5 ans, c'est pas le même risque crédit pour les entreprises. Si les alternatives veulent faire des offres, il faut qu'ils s'approvisionnent sur la plateforme d'EDF. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a peu de liquidités, donc il n'y a pas énormément de produits qui sortent. On verra comment tout ça évolue, mais c'est censé diminuer la volatilité justement parce que vous allez chercher plus de long terme. Très bien, merci beaucoup. Sébastien Quenet, comment vous analysez ces phénomènes et même question, comment tout ça influe favorablement ou pas sur le financement des renouvelables, y compris dans une région comme celle de l'Île-de-France avec ses spécificités? Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, enfin, merci Jacques, merci Nicolas pour l'introduction. Peut-être avant de revenir sur le prix de l'électricité, voilà, je voudrais rappeler qu'effectivement un des paramètres importants de la stratégie européenne et de la stratégie française sur l'énergie et le climat, et pour pouvoir être souverain, il faut être capable aussi de produire l'équivalent de ce qu'on va consommer. Et donc, le sujet numéro 1, c'est aussi et surtout de réduire notre consommation. Voilà, historiquement, on était plutôt sur une course au développement et à la consommation énergétique. On y est arrivé d'ailleurs au cours des dernières. Exactement. Grâce aux prix qui ont augmenté. Alors, grâce aux prix notamment, qui ont permis une prise de conscience. Et donc là, voilà, la première responsabilité des opérateurs comme EDF, c'est déjà d'aider les clients à réduire leur consommation. Alors via de la sobriété, effectivement, ça c'est ce qu'on a réussi à faire les 2 dernières années, de façon même bien supérieure à ce qu'on pouvait imaginer. Hein. Voilà, tout le monde disait que la sobriété ça marcherait jamais parce que les gens étaient très attachés à leur confort. Voilà, finalement, ça a marché pendant l'hiver N-1. On a fait moins 10%, je crois. Moins 10%, et on a tous cru ou eu peur que quand les prix allaient se relâcher, la consommation allait repartir à la hausse. Ça n'a pas été le cas. Effectivement, il y a eu une vraie prise de conscience. Donc, voilà, il y a de la sobriété à faire. Et après, il y a aussi de l'efficacité énergétique. Donc ça, effectivement, voilà, la stratégie française et européenne, c'est quand même, d'ici 2050, de diviser par 2 l'ensemble de nos consommations. Donc ça veut dire aller aussi vers des moyens moins polluants. Et ça fait le lien avec ce que tu disais en introduction. Ça, voilà, Qu'est-ce qu'on le dit assez? Est-ce que c'est assez dit? Est-ce que c'est assez dit dans le débat public? Cette nécessité, c'est énorme de diviser par 2 nos consommations. De toute façon, je pense ça passe par des changements d'usage, ça passe pas seulement par des performances accrues. Exactement, c'est la combinaison des deux, c'est à la fois de la sobriété et de la performance énergétique. Ce qui, entre guillemets, la chance qu'on a dans ce challenge, c'est que pour le coup, souveraineté et transition énergétique sont parfaitement reliés. Aujourd'hui, en Ile-de-France, on consomme encore 2 tiers d'énergie fossile. C'est à peu près ça. On a en gros 1 tiers de gaz, 1 tiers de pétrole, 1 tiers d'électricité. Évidemment, ces énergies fossiles, elles sont massivement importées. Et il se trouve que c'est parfaitement lié au sujet de transition énergétique, parce que ces 2 tiers d'énergie fossile, elles sont à l'origine de 90% des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on arrive à arrêter de consommer ces énergies fossiles, et en le remplaçant par des usages moins carbonés, qui sont souvent électriques, et qui sont produits sur place, on aura répondu aux 2 enjeux, qui sont ceux de souveraineté et ceux de transition énergétique. Donc voilà, en tout cas, le rôle d'un acteur comme EDF, c'est aussi d'accompagner l'ensemble des clients, particuliers, professionnels, collectivités, vers cette transition sur moins consommer et mieux consommer. Et après, l'autre question, c'est celle qu'on a commencé à aborder, c'est celle effectivement du prix. Voilà. Mais la question du prix, je ne veux pas dire qu'elle devient accessoire, mais si à la fin on consomme 2 fois moins qu'avant, le fait que les prix augmentent de 10%, ça fait quand même un petit peu moins mal que si on continue sur une course à la consommation. Néanmoins, voilà, notre mission, c'est d'offrir à tous les clients un prix qui soit prévisible et un prix qui soit compétitif. Parce que la souveraineté, ça veut dire aussi ça. Le fait de permettre à nos entreprises d'avoir un accès à de l'énergie fiable et bon marché, c'est aussi leur permettre de maintenir une activité économique sur le territoire français et sur les territoires franciliens. Et donc, à nouveau, d'être au pays, d'être plus souverain sur des produits dont on a découvert pendant le Covid qu'on avait perdu complètement la maîtrise sur le territoire français. Parfois, effectivement, parce que des entreprises, pour aller gagner quelques euros sur leur fourniture d'énergie, sont allées les produire très, très loin de la France. Quels sont les besoins de financement pour accroître cette production locale d'énergie renouvelable dans une région comme l'Île-de-France? Comment vous voyez ce sujet à EDF ?
Le gros enjeu, Nicolas l'a assez largement esquissé, c'est effectivement de se projeter un petit peu plus loin pour offrir des prix plus... Nicolas a pris l'exemple effectivement de la variabilité des prix de l'énergie à court terme, à long terme. Si on prend un exemple très simple, en octobre 2022, c'est le moment où les marchés se sont affolés, la guerre en Ukraine battait son plein, les stocks de gaz étaient bas, l'hiver était froid, le parc nucléaire était assez bas. Le prix de l'énergie, le jour pour le lendemain, c'était autour de 1 000 € le mégawattheure. Le prix de l'électricité, ce jour-là, pour l'année prochaine, c'était 500. Le prix pour dans 2 ans, c'était 250. Le prix pour dans 3 ans, c'était 100 €. Voilà. Donc, oui, les prix restent volatiles, mais plus on regarde loin, plus ils sont stables. Et typiquement, aujourd'hui, on est en mesure, EDF et sans doute d'autres fournisseurs, de proposer à des clients un prix, de vous fournir de l'énergie pour les 5 prochaines années, à un prix qui est maintenant équivalent à celui d'avant la crise, à 2021. Parce qu'effectivement, là, à court terme, les prix sont peut-être encore à 70, 80 €. Peut-être on avait même déjà acheté ces volumes à un prix plus élevé. Mais effectivement, en achetant des volumes sur 5 ans, on est capable de vous proposer un ruban d'électricité à des prix qui sont équivalents en parité en euros équivalents au niveau d'avant-crise. Donc c'est ça le sujet, c'est de mettre sur le marché des volumes à très long terme, donc à 5 ans pour les entreprises, pour les collectivités, à beaucoup plus long terme pour les très gros acteurs. Donc c'est ce qu'on appelle les contrats d'allocation de production nucléaire. Donc c'est un peu l'équivalent de PPA, mais sur le parc nucléaire. Donc c'est proposé à des très gros acteurs, très gros consommateurs, de participer quelque part au financement du renouvellement du parc, en versant une prime à l'entrée du contrat et en prenant une partie du risque industriel et en contrepartie d'être embarqué avec nous dans cette aventure industrielle, de bénéficier pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans d'un prix qui soit stable et compétitif. Un tout petit focus sur le nucléaire. Il y avait eu des problèmes parce que le Covid avait reporté des maintenances et donc quand il en avait besoin, il y avait la moitié des centrales qui n'étaient pas en service. Tout ça s'est réparé et parce que le futur plan, il va prendre du temps à se concrétiser. Donc on en est où là aujourd'hui au niveau du nucléaire en France ? Oui, alors effectivement, les années 2021-2022 ont été des années qui ont conjugué tous les aléas possibles. Et effectivement, le Covid qui avait, tu l'évoques, posé décalé un certain nombre de chantiers. Et ensuite, on a eu la fameuse crise de la corrosion sous contrainte. Aujourd'hui, effectivement, on est sorti de tout ça. On a retrouvé un productif nucléaire excellent. Alors, c'est aussi ce qui conduit. Je vois que Nicolas sourit, mais c'est aussi ce qui conduit à avoir un équilibre offre-demande relâché et donc des prix de marché assez bas. Donc voilà, notre responsabilité aussi en tant que coopérateur public, c'est de produire le maximum. Et c'est en ça aussi que le nouveau dispositif est intéressant, parce qu'il incite naturellement un opérateur comme EDF à produire le plus possible et à produire au bon moment. Donc ça, effectivement, le fait que nous, on soit incités là, ça contribue à l'intérêt collectif. Donc oui, on est sorti de l'ornière sur le parc existant. Il reste encore des travaux à mener pour l'amener le plus loin possible, parce que c'est aussi une démarche écologique. Quand on a un actif qui fonctionne, l'objectif c'est de l'amener le plus loin possible, tant que ça reste économiquement et tant que ça a du sens économique. Et ensuite, effectivement, l'objectif c'est de construire de nouveaux moyens de production. Donc ça arrivera, effectivement, ça va pas arriver demain. On parle plutôt d'un horizon autour de 2035. Et donc, entre-temps, le sujet, effectivement, c'est d'accélérer également sur les énergies renouvelables. La volonté d'EDF n'a jamais été de dire il faut une Europe ou une France qui ne repose que sur l'outil nucléaire. Et de toute façon, on n'a pas d'autre choix que d'asseoir notre mix énergétique sur l'ensemble des solutions bas carbone pour l'électricité. Mais pas que pour l'électricité, et aussi et surtout pour la chaleur. On va parler du gaz dans quelques instants. Nicolas, tu voulais réagir un peu ? Oui, sur deux choses. Bon, le parc nucléaire, aujourd'hui, il n'a pas une productivité excellente, mais il a des excuses. Il a des excuses notamment parce que justement, en fait, il faut bien avoir conscience qu'on est en train de mettre le parc nucléaire existant au même niveau de sûreté de l'EPR.
C'est-à-dire que des centrales qu'on a construites en 1970, on est en train de les mettre au niveau de sûreté de 2020. Et donc ça, forcément, ça agit sur la disponibilité. Donc cette année, on va être autour de 350 TWh. Là où on était plutôt à 400 en 2015. Bon, ça veut dire qu'on a perdu 50 TWh. Bon, il y en a 10 de Fessenheim. On ne va pas revenir dessus, mais le reste, c'est lié au fait qu'on augmente le niveau de sûreté de nos réacteurs, ce que je trouve en tant que citoyen très rassurant, mais effectivement, ce qui fait que voilà, le parc nucléaire, on peut dire qu'il tousse un peu, il va tousser dans encore quelques années, mais d'où le besoin en énergie renouvelable, justement, parce que comme on va électrifier, comme on va augmenter la consommation d'électricité, il faut des moyens de production électrique supplémentaires, et ça passera par les renouvelables. Et justement, sur l'électrification, alors merci d'avoir rappelé qu'il faut diviser par 2 la consommation énergétique. En général, c'est moi qui le fais, mais donc merci de l'avoir fait. Mais il ne faut pas dire que c'est complètement irréaliste, parce qu'en réalité, c'est un raisonnement en consommation énergétique finale. Et c'est pas que de la sobriété, de l'efficacité. C'est aussi des transferts d'usage. Si on prend un véhicule thermique, un véhicule à essence, et qu'on l'électrifie à usage, on divise par 3 la consommation énergétique. C'est pareil quand vous prenez un chauffage au fioul et il en reste 3 millions en Ile-de-France, y compris dans des entreprises. Il en reste 3 millions en France, pardon. Et y compris dans des entreprises, vous remplacez ça par une pompe à chaleur, je pense que vous divisez par 5 la consommation énergétique. Pour autant, vous n'avez pas eu de privation. Donc en fait, il y a une partie de ces économies d'énergie, ce sera de l'électrification. Et il y a effectivement une autre partie, à peu près la moitié, qui sera de la vraie efficacité et de la sobriété. Voilà, enfin faire moins 25% en 25 ans, ça devrait, en plus des transferts d'usage, voilà, ça devrait être atteignable, d'autant plus quand on voit la performance énergétique des bâtiments en France, mais en Ile-de-France aussi. Il y a beaucoup de bâtiments tertiaires et de logements qui sont mal isolés, qui sont toujours en fonctionnement en passoire énergétique. Bon, voilà, là, il y a du gisement potentiel, et donc diviser par 2 la consommation énergétique, c'est pas se priver, c'est faire mieux. C'est faire mieux et avec d'autres usages. Merci beaucoup de ce rappel. Pierre-Yves Dulac, comment on voit ces questions à Engie vous êtes présent, vous êtes un acteur majeur, vous êtes présent à la fois sur l'électricité, le gaz et les réseaux de chaleur. Comment vous voyez toutes ces évolutions et la question de la table, qui est quel financement des énergies renouvelables en Ile-de-France dans tout ça? Eh bien, oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Jacques pour l'invitation. Moi, je voudrais revenir un peu sur ce qui a été dit avant de donner le point de vue d'Engie. On parle de prix, on parle de souveraineté énergétique. Souveraineté, ça veut dire un peu indépendance. Alors, au niveau national, Engie partage totalement ce concept. Maintenant, la question que je voudrais poser, c'est est-ce qu'on est dans l'obligation de ramener une certaine forme de souveraineté au niveau régional ? Nicolas a dit tout à l'heure, il y a une question de production locale. Non, c'est Sébastien qui l'a dit. On dit, il y a une notion de production locale, on consomme ce qu'on produit localement. Très bien. Il y a des actifs qui existent en Ile-de-France. Monsieur le vice-président a cité CPCU, par exemple, il y a 5 minutes. Effectivement, c'est un gros actif. Question, est-ce qu'on a assez de foncier en Ile-de-France aujourd'hui? Et là, je vais m'adresser aux élus pour aller installer des centrales de production énergétique. Nous, par exemple, c'est Engie. Je vais vous donner 2 exemples. En photovoltaïque, on a développé une ferme à Marcoussis dans l'Essonne récemment. Pourquoi on a réussi à le faire? Parce que le terrain était pollué. Monsieur le maire, que je connais bien, m'a dit, si j'avais eu le choix, je mettais un immeuble. Parce qu'un immeuble, ça ramène de la taxe foncière et ça ramène des voies. Je l'ai déjà dit. Donc, on bute sur ce problème. C'est pas du tout une critique politique. Un élu est là pour être réélu, est au bien de la collectivité. Mais on bute sur ce problème qui, pour nous, est extrêmement important, sur le foncier. Deuxième problème sur lequel on bute, les normes. Et là, on dépasse tout à fait le stade de l'Île-de-France, voire du national. On va aller à l'Europe. Il y a les élections européennes qui arrivent le 9 juin. Je garantis qu'il y a certaines associations, en particulier patronales, etc., qui se bougent pour essayer de faire en sorte de diminuer les normes. Un exemple, je reviens à ça, Marcoussis, quand on l'a construit, 8 ans de procédure pour installer une ferme photovoltaïque. Vous allez en Allemagne, 2 ans. Ça explique la différence au niveau capacité industrielle. Premier constat. Donc, pour ramener ça sur la souveraineté, effectivement, je ne suis pas convaincu qu'on doive aujourd'hui reconstruire des unités de production. Ce serait très bien. En a-t-on les moyens? Où va-t-on les installer? À l'inverse, aujourd'hui, il y a beaucoup d'actifs qui existent.
On a parlé de nucléaire, on a parlé de fermes photovoltaïques. Il y a également des actifs qui existent et qui sont amortis aujourd'hui d'un point de vue économique. Je pense en particulier aux turbines à gaz. Turbines à gaz qui équipent bon nombre de chaufferies. Vous savez que pendant une certaine période, il y avait des contrats de rachat par EDF qui étaient obligatoires. Ces contrats sont terminés. Une turbine à gaz, c'est quoi? C'est un réacteur d'avion. On brûle du gaz et on produit une énergie thermique d'un côté qui va aller réchauffer de l'eau, par exemple. Mais surtout, on met un générateur d'avion, on produit l'électricité. Jusqu'à ces dernières années, les kilowattheures produits étaient rachetés pendant une certaine période de l'année par EDF, à des prix compétitifs, puisque fallait approvisionner le réseau en électricité. Les actifs de production ne suffisaient pas. Aujourd'hui, ces contrats sont terminés. Sauf que ces turbines à gaz, dans la grande majorité, il y en a beaucoup en France, il y en a beaucoup en Île-de-France, sont amortis. On pourrait peut-être également compléter le mix énergétique en réutilisant ces turbines à gaz. C'est une solution sur laquelle Engie, on est en train de réfléchir. Voilà. On prendra peut-être après les atouts de l'Île-de-France en deuxième question, peut-être. Mais voilà pour vous répondre, voilà, sur la question d'Engie. Non, mais allons-y sur l'Île-de-France. Cher Pierre-Yves, comment vous voyez, c'est important, puisqu'on est aux Assises du Grand Paris, d'évoquer ces aspects régionaux. Sur l'Île-de-France, moi je vais être très chauvin, hein. Je suis le délégué régional Île-de-France, je vais défendre ma patrie, je vais défendre l'Île-de-France. Comme je disais, il y a des actifs qui existent et derrière il y a de nombreux projets. Alors le nucléaire, sur l'électricité, oui, Engie est favorable au nucléaire, bien évidemment. C'est une énergie qui est décarbonée. D'accord ? Qui, si tout allait bien, serait peut-être pas trop cher. Attention, on reviendra sur le prix de l'Arène aujourd'hui. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Nicolas. On est un provider d'électricité. Aujourd'hui, vu le prix qui sort et qui a été renégocié directement entre le gouvernement et EDF sans prendre l'avis des autres producteurs, ne nous convient pas forcément. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, nous, on est un revendeur. On va aller acheter de l'électron quand on ne le produit pas sur le marché libre pour le revendre à nos clients. Aujourd'hui, vu le prix qui sort de l'Arène, on va être plus compétitif, malheureusement, à l'étranger. Et donc, on ne va pas pouvoir permettre de financer le programme des 25 microcentrales que le président de la République a promis. Enfin, la boule de neige est là. Le prix sorti de l'Arène, c'est un autre débat, est pour nous un peu trop élevé aujourd'hui. Pour revenir sur les atouts de l'Île-de-France, je disais, les actifs existent, les turbines à gaz, j'ai cité. Maintenant, en projet, il y a, tout à l'heure, on a cité le PV, le photovoltaïque, il y a des toitures, effectivement. Alors, oui, je veux dire, sur un bâtiment, je veux dire, sur un pavillon, mettre des panneaux en autoconsommation, oui. À condition que le temps de retour soit suffisamment court pour le propriétaire de l'habitation. Aujourd'hui, un temps de retour sur des panneaux photovoltaïques, c'est à partir du moment où vous commencez à gagner vraiment le premier euro après avoir fait des économies, c'est de l'ordre de, en fonction des prix de l'énergie, ça varie beaucoup, ce qu'a dit Nicolas, entre, je dirais, 5 à 6 ans. Donc tout dépend de ce que veut faire de sa maison son propriétaire. Est-ce qu'il revend, est-ce qu'il ne revend pas, etc. avant d'aller investir sur des panneaux. Je vais changer de taille, on va passer à ce qui ne se développe pas assez aujourd'hui, qui est l'autoconsommation collective. C'est-à-dire que vous avez suffisamment de surface sur un bâtiment et vous avez des consommateurs qui sont dans un rayon, c'est la loi, de 2 km. Il faut l'élargir. On peut arriver effectivement à produire un électron qui va être revendu dans un système clos avec un entrepreneur et une entité morale, etc. Enfin, juridiquement, c'est un petit peu compliqué, mais ça se fait. Ce n'est pas assez développé. Voyons, on est dans une taille intermédiaire. Ça va très bien sur une copro, sur une zone industrielle, etc. Et là, on économise, puisque les terrasses existent, on n'a pas besoin d'aller chercher du nouveau foncier. Puis ensuite, pour finir sur le photovoltaïque, on va passer à la taille supérieure, ce que je disais, que sont des fermes photovoltaïques. Là, c'est autre chose, je l'avais déjà eu. Une ferme photovoltaïque, ça injecte de l'électron sur le réseau d'Enedis. En termes de rentabilité économique, c'est minimum 20 hectares. Et je rappelle qu'une ferme, c'est 20 hectares, c'est 20 millions d'euros et c'est 20 mégawatts crête. C'est facile à retenir. Donc, déjà, il faut beaucoup d'investissements. Ça va restreindre le nombre d'opérateurs. Il faut surtout trouver les 20 hectares en Île-de-France, ce qui est loin d'être évident. Dernier point, et je m'arrêterai parce qu'il faut me débrancher, comme on dit. Je vais revenir sur les réseaux de chaleur. On a un potentiel géothermal, en particulier en Île-de-France, qui est le premier en Europe. Donc, il faut l'exploiter. Il y a aujourd'hui, globalement, une cinquantaine de projets à horizon 2050 qui vont voir le jour. La nappe géothermale, elle est à 1500 mètres sous terre. On a un fluide qui est entre 65 et 70 degrés Celsius,
qui a un débit suffisant pour alimenter des villes moyennes comme Meudon, Vélizy, à l'ouest, etc. Donc faut surtout en profiter. Voilà ce que je voulais dire. Comment on fait pour mieux exploiter l'autoconsommation collective? Vous disiez que c'est pas assez utilisé, c'est pas assez... D'abord, il y a une complexité normative, on recommence. Il y a une complexité sur le modèle économique, et puis il y a surtout une restriction géographique, puisque actuellement, mais c'est en discussion à l'Assemblée, on ne peut pas aller livrer un électron dans un rayon supérieur à 2 km. Et donc ça restreint le nombre de consommateurs. Or, plus il y a de consommateurs, on va prendre la masse économique de production, on va le diviser, le mégawattheure va diviser. Sébastien, Nicolas, vous vouliez réagir au propos de Pierre-Yves? En fait, avant de laisser Sébastien réagir, juste une question de précision pour le prix sorti de l'ARENH et ce qui aura été négocié entre EDF et l'État. On a beaucoup communiqué sur un prix moyen de 70 € du mégawattheure. Bon, ce prix, c'est une moyenne, tout segment client confondu, sur 15 ans, sur hypothèse d'évolution des prix de marché et du carbone. Bon, vous attendez pas à avoir 70,00 un jour sur une facture, parce que c'est moyenné, c'est sous condition d'hypothèse. Le vrai prix sorti de l'ARENH, c'est qu'en fait, comme on l'a dit, de quoi le marché 5 ans sera composé? Il y a les prix de marché sur 3 ans, bon. Et après, vous avez les prix à 4 ans, à 5 ans. Et là, c'est EDF qui vend son électricité nucléaire sur une plateforme. Le problème qu'on a aujourd'hui avec cette plateforme, c'est qu'il y a peu de liquidité. En fait, il y a peu d'acteurs qui y vont. Il y a EDF qui vend dessus, donc il y a un certain prix de réserve. C'est-à-dire que si vous avez dit, à un moment, quand la plateforme a été lancée, si vous disiez, moi j'achète, mais j'achète à 70 €, en fait, vous n'étiez pas servi, puisqu'il y avait un prix de réserve qui était a priori autour de 90 €. Là, le prix de réserve a visiblement baissé, puisqu'on a des enchères qui sortent autour de 65. Il y en a qui sortent autour de 65 dans les 2 dernières semaines. Et 65,6, si je dis pas de bêtises. Et donc, en fait, pour les acteurs alternatifs, il y a un souci de comment ce prix est fait. Est-ce que je suis sûr qu'il sera compétitif par rapport à du court terme? Et donc, c'est difficile de se positionner. Et donc, côté client, en fait, on a aussi une résistance à signer ces contrats 5 ans avec EDF, parce qu'EDF propose son prix. En fait, le client n'arrive pas à comparer ça avec une autre offre, parce qu'il dit les autres le font pas, parce qu'ils sont un petit peu frileux à se positionner sur 4 ans, 5 ans, parce que c'est nouveau, parce qu'ils connaissent pas le prix des réserves, parce qu'ils savent pas si c'est avantageux. Donc voilà, comment est-ce que je vais sur ces produits-là? Et c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est d'arriver à faire signer ces contrats 5 ans et à les faire proposer par des alternatives, justement parce que y a un manque de liquidité sur ces produits 4 ans, 5 ans, et voilà, un prix de réserve d'EDF qui bouge un peu visiblement. Donc voilà, c'est ça qu'il va falloir adresser dans les prochains mois si on veut que ce nouveau design de marché fonctionne et que les clients puissent se positionner. Sébastien Quenet. Oui, merci de me donner la parole. Je vais réagir au propos de Pierre-Yves pour dire à nouveau moi aussi combien j'étais d'accord avec la plupart des arguments qu'il a évoqués, et je me réjouissais du soutien d'Engie au développement du parc nucléaire. Voilà, pour revenir sur ce que tu évoquais, Pierre-Yves, sur le sujet du foncier, effectivement, en Ile-de-France, c'est un sujet prépondérant, mais pour ça, toutes les énergies ne sont pas logées à la même enseigne. Je pense qu'il faut distinguer, effectivement, l'électricité d'une part, qui est une énergie de réseau. On a la chance, effectivement, en France, d'avoir un actif qui vaut de l'or, qui sont le réseau de transport et distribution d'électricité géré par RTE et Enedis. Si on ne produit pas l'électricité en Ile-de-France, l'alternative, c'est quoi? C'est qu'elle soit produite ailleurs en France, peut-être à des endroits où il y a plus de vent et plus de soleil. Bon, voilà. On ne va pas se faire très mal si on ne devient pas autonome énergétique en Ile-de-France sur l'électricité. Voilà, à titre d'exemple, on va alimenter tous les sites olympiques avec 100% d'énergie renouvelable. Et on ne va pas le faire avec des fermes éoliennes et des parcs photovoltaïques construits en Ile-de-France. On va le faire avec 8 parcs qui sont du coup répartis partout en France. Donc le jour où un nuage passe en PACA, il ne passera pas en Languedoc ou ailleurs en Ile-de-France. Donc ça vous permet d'une part d'avoir une production qui est stable. Effectivement, on a souvent entendu la petite musique dire que le problème des renouvelables, c'était l'intermittence. Et si on en met un petit peu partout, on règle en partie ce problème. Voilà, d'une part. Et donc, on a, voilà, en mettant des productions un petit peu partout, en tirant profit du réseau et grâce à d'autres innovations qu'on a pu développer basées sur la blockchain, on arrive à garantir que pendant tous les Jeux olympiques et paralympiques, on aura des sites olympiques alimentés avec 100% d'énergie renouvelable produite en France. Bon, on n'a pas réglé le problème de où sont produits les panneaux solaires, mais on a quand même déjà bien progressé.
Par contre, si on parle des autres énergies, principalement la chaleur, l'alternative à produire de la chaleur sur place, c'est quoi? C'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est importer du fioul ou du gaz pour la produire et générer des émissions sur place. Donc là effectivement, si on a des contraintes sur nos fonciers, c'est effectivement prioritairement, il faut les diriger vers ce vecteur énergétique qui est celui de la chaleur pour produire sur place effectivement de la chaleur renouvelable. Et là, effectivement, si je peux qu'être d'accord avec ce qu'a dit Pierre-Yves et ce qu'avait dit Monsieur le Vice-président sur la ressource géothermale. Et également aussi revenir sur un point que vous avez évoqué, Monsieur Césari, sur les partenariats privés-publics. Et donc là aussi, je vais citer une initiative d'une commune de la métropole, de la commune de Montrouge, qui il y a quelques semaines, effectivement, a pris 2 décisions importantes. La première, c'est de créer un réseau de chaleur sur sa commune, et donc qui va, avec un marché de délégation de services publics, et donc qui choisira un opérateur, qui aura la joie de choisir probablement entre Engie, EDF et d'autres concurrents pour avoir le meilleur opérateur pour opérer ce réseau de chaleur, et qui par ailleurs a pris la décision de créer sur son territoire une centrale de géothermie profonde, et là aussi avec un partenariat privé-public pour faire sortir d'ici 2 ans, 3 ans, une centrale de production qui va permettre à tous les habitants de Montrouge et sans doute des communes autour d'avoir de la chaleur qui soit produite sur place, qui ne génère pas d'émissions de carbone et dont le prix sera connu et stable pour 20 à 25 ans. C'est le CIPEREC qui opère ce réseau, je crois. Aujourd'hui, qui va l'opérer. En fait. Non, le réseau n'existe pas. La commune de Montrouge a pris la décision de créer un réseau de chaleur sur sa commune. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Et va, dans les prochains mois, lancer une consultation pour choisir un opérateur. D'accord. Très bien. Écoutez, on a beaucoup parlé d'électricité, assez peu de gaz, même si on en a parlé. Florence Mouret, vous êtes directrice adjointe de GRDF Île-de-France et vous vouliez nous rappeler l'importance du gaz dans le mix énergétique, la place du biométhane et le rôle que vous jouez. Comment vous voyez toutes ces questions en Île-de-France, où l'objectif, comme partout en France, est d'accroître la part de gaz vert pour atteindre 100%, je crois, en 2050. Merci Jacques, j'avais peur d'être la caution féminine qui en plus fait plante verte pendant le débat. Donc merci de me donner la parole à la fin. Quelques mots d'abord sur le thème. On a parlé du potentiel de l'Île-de-France en matière d'énergie renouvelable. Il y a plusieurs leviers de toute façon pour atteindre les objectifs qui sont aujourd'hui partagés de décarbonation. Et de transition énergétique. C'est évidemment, comme l'ont rappelé mes collègues sur scène, à la fois la sobriété énergétique, les actes que chacun d'entre nous faisons pour économiser l'énergie, l'efficacité énergétique sur les processus, la rénovation énergétique des bâtiments. Mais tout ça n'est pas suffisant. Il faut aussi produire des énergies décarbonées, bas carbone et renouvelables. Donc la question qui se pose, c'est quel est le potentiel de l'Île-de-France en la matière? L'Île-de-France restera une région importatrice d'énergie, c'est évident, mais elle doit prendre sa part. Elle doit prendre sa part et il y a plusieurs énergies renouvelables qui, sur le territoire, peuvent se développer et le font déjà. On a parlé de la géothermie profonde, on a parlé du photovoltaïque. Le troisième levier, la troisième énergie renouvelable, qui a connu d'ailleurs une ascension, une accélération phénoménale, c'est la production de biométhane qui vient remplacer le gaz fossile que nous importions jusqu'alors. L'objectif de la stratégie française énergie-climat, c'est 50 TWh de production de gaz vert à l'horizon 2030. C'est demain 2030. On a 6 ans pour y arriver. On est déjà à 12 TWh. Et l'Île-de-France a pris sa part. Elle est déjà à 1 TWh. Donc, 1/12 de la production d'énergie renouvelable en matière de production de biométhane, elle est faite sur le territoire francilien. Elle est essentiellement faite à partir de production issue de déchets et résidus agricoles sur un foncier qui est donc pas contraint par la ZAN, et les producteurs sont de plus en plus nombreux, mais également à partir de boues de stations d'épuration, donc on en a plusieurs en Île-de-France, et évidemment, Monsieur Césari, vous en parliez, les biodéchets. L'Île-de-France a peut-être pas beaucoup de foncier, mais elle a beaucoup de déchets. Et donc potentiellement beaucoup de biodéchets, et on estime que 5 à 10% du gaz vert demain il pourra être produit par ces biodéchets.
Donc encore de nombreux projets qu'on voit d'ailleurs émerger. On a eu un petit temps, on va dire, d'accalmie sur la production de biométhane. Comme toujours sur l'énergie, c'était dû à l'environnement réglementaire et à l'accompagnement tarifaire qui était fait sur cette énergie renouvelable. Aujourd'hui, je pense qu'on sort du débat qui consiste à comparer le prix d'une énergie fossile au prix d'une énergie renouvelable. C'est ne pas prendre en compte la tonne de CO2. Et donc, on revient sur le fait qu'effectivement, si on veut aller et développer les énergies renouvelables, il faut les accompagner, les soutenir aussi financièrement. Il existe, Florence Mouret, un enjeu d'acceptabilité des méthaniseurs. L'enjeu, c'est d'en multiplier le nombre en Île-de-France, n'est-ce pas ? Alors, si on veut augmenter une production, en général, il faut aussi augmenter le nombre d'unités de production. Après, les tailles peuvent être différentes. On peut avoir des objets et plusieurs acteurs dans la salle y travaillent qui peuvent être de taille un peu plus importante et donc produire un peu plus. Et donc, plutôt que d'avoir 3 questions d'acceptabilité sur 3 petits méthaniseurs, nous n'aurions qu'une question d'acceptabilité locale sur un méthaniseur. Mais cette question de l'acceptabilité sur les énergies renouvelables, elle est pas propre au biométhane. Une éolienne, c'est aussi compliqué à faire émerger. Un parc photovoltaïque, ça peut l'être aussi, et puis une centrale nucléaire également. Donc voilà, toutes les énergies renouvelables font face à la même question. Donc ça nous amène à collectivement nous poser la question de comment on parle de ces questions. Et comment on porte le débat. Moi, je vous invite, si vous n'avez pas vu dimanche soir la publicité sur les gaz verts et la décarbonation avec la nouvelle égérie des gaz verts, Jamel Debbouze. Voilà, c'est des façons de porter le sujet des énergies renouvelables auprès du grand public. Et ça, je pense qu'il y a plusieurs aussi acteurs qui savent le faire dans la salle, mais ça fait partie de la pédagogie de tous, de faciliter l'acceptabilité sociale aussi de cette façon. On parlera tout à l'heure des innovations dans la 3e table ronde avec vous, de pyrogazéification notamment. Mais quels sont selon vous les obstacles, vous les avez un peu décrits, à lever les principaux en Île-de-France? C'est lié à ces questions d'acceptabilité, c'est des questions de financement, puisque c'est le sujet de la table ronde. Comment vous voyez les choses? On va dire réglementation. C'est toujours un petit peu de tout, mais le financement, c'est le nerf de la guerre. Et donc effectivement, on a connu 3 années très inflationnistes qui ont, c'est vrai pour tout le monde, renchéri les coûts de construction de n'importe quelle unité. Donc là, on sort un petit peu de cette période, et puis on est aussi dans des phases où on va commencer de plus en plus à massifier, donc on va pouvoir peut-être faire des économies d'échelle. Et puis il y a des cadres, donc on attend aussi un cadre réglementaire qui viendra inciter les fournisseurs à s'engager dans la production de biométhane, des grands fournisseurs à ma gauche ou à ma droite. Et puis, comme on en parlait sur l'électricité, il y a des PPA, on voit se développer des BPA, des Biogas Purchase Agreement, donc des contrats long terme que prennent des industriels principalement pour s'approvisionner en gaz, puisqu'ils ont un enjeu, ils doivent se décarboner. Pour le faire, certains dépendent du gaz qui reste une énergie qui restera dans le paysage. Il y a plusieurs processus industriels qui ne peuvent pas basculer vers une autre énergie que le gaz. Donc l'enjeu, c'est que le gaz soit vert. Pour ça, il faut trouver les producteurs qui permettent de fournir ce gaz vert. Et donc, quoi de mieux que de faire un contrat à long terme? Et donc, on voit quelques acteurs industriels qui commencent à se lancer dans ce qu'on appelle donc des BPA et qui garantissent à des producteurs aussi à une visibilité à long terme et qui crantent un prix aussi qui va apporter une certaine stabilité dans leur business plan. Un mot sur la valorisation des biodéchets. Donc l'obligation de tri est récente. Est-ce que tout est mis en œuvre pour qu'on maximise cette valorisation?
J'aurais presque envie de donner le micro à Monsieur Césari, qui aura une vision métropolitaine des choses. C'est variable en fonction des communes, mais je dirais que il y a des pionniers qui ont commencé à organiser la collecte et puis de la diriger vers ces biodéchets. Ils peuvent être soit compostés, soit être valorisés en méthanisation. Là, c'est une double valorisation. On a la valorisation matière et énergie. Contrairement au compost, on n'a qu'une valorisation matière. Et donc, on fait un peu d'une pierre deux coups avec la méthanisation. Donc, il y a des communes très avancées qui ont lancé les choses. Il y en a qui sont plus attentistes, d'autres qui expérimentent. Je crois que voilà, on est dans la phase d'expérimentation et j'ose espérer qu'en cours d'année, on pourra en reparler et pour partager les bonnes expériences. Très bien. Je ne sais pas, le calendrier du biométhaniseur de Gennevilliers, c'est pour bientôt, monsieur, 2026. Donc un équipement important. Y a-t-il des questions, des interventions dans la salle? Hortense peut vous passer le micro. Monsieur Césari, c'est à vous. Je ne vais pas abuser, mais comme j'ai été interpellé à plusieurs reprises... Non, juste pour dire, pour prendre l'exemple du méthaniseur de Gennevilliers, on a pu le réaliser, j'étais président du SICTOM à l'époque, on a pu le réaliser parce qu'on est intervenu sur un foncier qui est sur le port de Gennevilliers. Et donc on n'a pas eu cette difficulté d'acquérir et de trouver du foncier disponible sur le territoire public, je dirais, au sens... grand public du terme. Le port de Gennevilliers, on est dans un contexte entre entrepreneurs, si j'ose dire. 50 000 tonnes vont être traitées. C'est beaucoup et c'est très peu, finalement, quand on sait que le potentiel doit être aux alentours sur le 1, 3 000, voilà. Bon. Donc, on n'y arrivera jamais à traiter la totalité, mais vous voyez la marge de progression qu'on peut avoir. Bon. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un investissement qui tourne entre 50 et 60 millions d'euros. Donc, ce n'est pas à la portée de tous les entrepreneurs, de tous les opérateurs, cherchez le bon terme. Et le secteur a pu le faire parce qu'il est conséquent, il pèse lourd dans le système, dans le paysage du traitement des ordures ménagères. Mais vous voyez, le vrai sujet, il est double. C'est à la fois la capacité à mobiliser des fonds, des investissements possibles, parce que c'est très très lourd le traitement de l'énergie, ça coûte très cher. Les normes viennent renchérir, en particulier dans le secteur des biodéchets, ou enfin du déchet de manière générale, et je trouve qu'on n'exploite pas assez et que l'État n'est pas assez partenaire, malgré tous les organismes, l'ADEME et les autres, il n'est pas assez partenaire de la co-construction, de la production d'énergie via les déchets, alors que c'est une source quasi inépuisable, qui ne sert à rien si on ne la traite pas et qui a un coût faramineux si on la laisse à l'enfouissement et autres. Donc voilà. Alors après, il y a le problème de l'acceptabilité par la population. La population, si on ne lui rend pas quelque chose, elle ne peut pas accepter. Et donc il faut lui montrer ce que lui rapporte, quel est l'intérêt pour elle dans sa vie de tous les jours du traitement des différents modes qui permettent de produire de l'énergie. Merci infiniment. Nicolas, vous vouliez réagir? Moi, je voulais juste réagir sur le biométhane, parce qu'on en parle, là, ici on est entre acteurs de l'énergie, donc on en parle surtout sous le prisme énergie, mais en fait la production de biométhane, c'est un sujet très agricole au final. Et d'ailleurs, vous pouvez voir la pub avec Jamel Debbouze, mais il y a plein de biométhaniseurs en Ile-de-France. Vous pouvez aussi les visiter, hein, que ce soit ici sur Marne ou Meaux. On a plein d'agriculteurs qui se sont lancés. Mais effectivement, à chaque fois, comme vous aviez dit, c'est un investissement qui est rentable. Hein. Mais bon, acheter un appart à Paris, c'était rentable il y a 10 ans. Je ne suis pas sûr que tout le monde avait les moyens de le faire. Mais donc c'est quand même des gros capex. Après, il faut bien voir ce qu'on rend à la population. Enfin, c'est qu'il y a une production de digesta, donc qui sert d'engrais en sortie. Donc en fait, la biométhanisation, c'est un double bénéfice. C'est-à-dire que vous évitez le gaz une fois, enfin le gaz fossile une fois, parce que vous injectez du gaz renouvelable, vous évitez du gaz fossile une deuxième fois, parce que vous n'achetez plus d'engrais de synthèse qui sont faits à partir de gaz, mais vous avez du digesta. Et généralement, les agriculteurs qui se lancent dans l'aventure produisent tellement de digesta qu'ils en donnent à tout le monde. Et ça favorise l'acceptabilité. Voilà. Ensuite, sur l'acceptabilité des biométhaniseurs, je ne suis pas sûr que ce soit le principal frein, parce que bon, un biométhaniseur, c'est une installation au sol.
Voilà, c'est pas comme une éolienne qu'on voit à des kilomètres, ça défigure pas spécialement le paysage, mais la difficulté, elle est sur le financement, principalement le foncier, et surtout les normes. Parce qu'en fait, vu que c'est un sujet agricole et énergétique, vous cumulez les normes des deux. Donc c'est compliqué. Et pour ceux qui auront la chance de se déplacer sur une installation, on prend vraiment un cours sur le vivant quand on va sur une installation de biométhane. Et les agriculteurs vous disent, à chaque fois que je mets un intrant, j'ai un comportement différent, parce qu'il suffit qu'on ait bougé un petit peu les intrants, que ce soit un petit peu moins de résidus de betterave, ou que les déchets industriels ou ménagers que j'ai récupérés, il n'y avait pas exactement la même chose dedans, et donc ma production est différente, et donc ça, je dois le monitorer. Donc voilà, on a quand même une complexité qui est liée au vivant, les normes de deux secteurs, mais derrière, il y a quand même des grands bénéfices pour l'économie circulaire, et surtout pour la souveraineté énergétique, mais également agricole. Merci infiniment. Y a-t-il, oui, monsieur, rapidement, parce qu'on va dépasser le temps, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Hamman Mohamed, architecte. D'abord, de saluer la présentation de ce matin. Et le titre porte sur souveraineté. Ma question s'adresse à monsieur Dulac. En fait, en question de matières premières, c'est-à-dire pour le photovoltaïque, la France et l'Europe et l'Île-de-France dépendent des pays étrangers. Je m'explique. La production de panneaux solaires, c'est l'aluminium. Pourquoi ne pas utiliser le bois francilien ou autres matières pour produire nos panneaux photovoltaïques? Merci. Pierre-Yves. Je vais répondre très franchement, monsieur. Votre question est tout à fait pertinente. Il y a simplement une question de prix. Aujourd'hui, c'est un secret pour personne que la très grande majorité des panneaux installés viennent de Chine. Pourquoi ? Parce que le prix, il est 2 fois moins cher que celui en France. C'est malheureux. C'est le prix du travail en France. C'est un autre sujet. On va tomber sur le domaine politique. Je ne veux pas entrer dedans. Mais le constat, il est là. Aujourd'hui, malheureusement, il reste 2 entreprises. Une à Saint-Nazaire qui produit encore des panneaux, qui était première en France, qui est en train d'être liquidée. Ce qui arrive en Chine aujourd'hui est 2 fois moins cher. Mettez-vous à la place d'un industriel, on ne va pas y arriver. Donc, c'est un autre sujet. Voilà. Mais la raison, elle est là. C'est assez clair. Merci beaucoup à tous les 4. On peut peut-être vous applaudir, possiblement. Merci infiniment.